la bienvenue d'avoir choisi cet atelier-là. C'est encourageant pour nous. Je me présente, et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vois déjà, j'ai deux de mes étudiants, je suis ravie de les avoir ici. Moi, c'est Aïcha Benimas, je suis professeure au département de l'enseignement secondaire et ressources humaines. Et pourquoi je m'intéresse aux biotechnologies? Je dois dire que l'intérêt a commencé depuis que je faisais mon doctorat. J'ai fait ma maîtrise à l'Université Laval sur l'enseignement des concepts géographiques. Et par après, j'ai dit, si je continue dans le doctorat, dans le même sens ou dans une autre problématique sans toucher la carte, je vais manquer quelque chose de très important par rapport à la géographie. Et donc, j'ai choisi de faire mon doctorat sur la didactique de la carte thématique en géo. Donc, c'était la raison pour laquelle j'étais allée au département de géographie de l'Université Laval, où j'ai choisi un directeur de thèse, puis j'ai gardé mon professeur didacticien qui m'a encadré pour la maîtrise comme un co-directeur. Alors, pendant cette période-là, j'ai suivi un cours de SIG sur MapInfo et je trouvais ça très intéressant. Pourquoi? Parce que ça m'a permis d'être autonome au niveau de la confection des cartes. Ça m'a appris aussi d'apprendre bien les choses par rapport au langage cartographique. Parce que tout ce qu'on voit présentement, c'est que tout le monde peut faire des cartes, mais si on n'apprend pas les règles de langage cartographique, ben, on risque de faire des erreurs et on risque aussi de véhiculer des erreurs, que ce soit dans les manuels scolaires, que ce soit dans la classe, que ce soit aussi au niveau de la lecture des cartes, ça veut dire que nous lisons chaque jour, que ce soit dans les journaux, à la télé, dans toutes sortes de revues. Ça va? Alors, c'est le début de l'intérêt. Par après, j'ai eu une occasion intéressante de collaborer avec l'Association des géographes américains et ISRI des États-Unis. Et cette occasion-là, c'était autour d'un projet de recherche qui portait sur l'objectif de repenser l'éducation de base dans les pays de Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Alors, il y avait le congrès de l'Association de géographie internationale et on a formé des leaders, puisqu'on parle de leaders, des gens qui vont utiliser les géotechnologies pour créer l'interdisciplinarité et pour repenser l'éducation de base dans ces pays-là. C'était vraiment très intéressant. Ça a abouti à une publication. Donc, je pourrais vous donner le titre si vous désirez bien lire ce document-là. Alors, sans trop tarder, je vais donner la parole à Libby pour se présenter, pour vous dire pourquoi on présente aujourd'hui tous les deux. Oui. Pourquoi on présente ça? Ben, d'abord, je vais me présenter. Mon nom, c'est Louis Jonca, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis finissant la maîtrise en éducation, mention enseignement. Puis, je m'intéresse aux technologies en éducation, surtout en sciences humaines, histoire, géographie, et ainsi de suite. Puis, j'ai découvert les cycles avec Mme Benimas, parce que Mme Benimas m'a enseigné au baccalauréat pour les cours de didactique de géographie et d'histoire. Puis, aussi à la maîtrise, j'ai suivi un cours spécifiquement sur les cycles en salle de classe, le système d'information géographique. Puis ça m'a permis de découvrir encore plus ce que c'était l'univers des cycles, puis les sciences humaines, tout ça. Comme vous allez voir, ce qu'on a monté là, c'est un projet, ça a commencé, c'était mon gros projet de classe. Puis ce qu'on a fait, c'est que Mme Benimas a rajouté ce qu'elle savait sur ses connaissances là-dessus, surtout sur les GPS, l'aspect que j'avais moins abordé, les autres types de géotechnologie. Puis c'est ça, c'est un travail qu'on a fait ensemble, puis c'est ça qu'on vous présente aujourd'hui. Puis dans la deuxième partie de l'atelier, on va vous faire vivre une leçon qu'on a préparée à travers les cycles, puis ben, vous pourrez voir exactement ce que c'est.
Alors, j'aimerais préciser une chose, c'est que Rémi, c'est un étudiant, c'est un exemple d'étudiant qu'on aimerait bien avoir dans nos classes, dans le sens où il est autodidacte. Juste le fait de lui montrer c'est quoi ArcGIS, il m'arrive avec des choses, il a fait des découvertes, moi je le guidais théoriquement, puis lui il va vers la pratique. Et donc il a su quand même faire la transposition de ce qui est théorique à ce qui est pratique, tout en mobilisant, ça veut dire les concepts qu'on a dans les programmes d'études, et en appliquant ça au programme d'études de géographie. Alors, sans trop tarder, je vais commencer par vous présenter un petit peu un aperçu sur ce qui est les géotechnologies. Alors, comme plan, on va essayer de répondre à la question qu'est-ce que les géotechnologies, quel potentiel pour les sciences humaines. Et je peux dire que le potentiel ne se limite pas juste aux sciences humaines, mais ça touche d'autres disciplines. Quel potentiel interdisciplinaire, ça va dans le même sens. Quelques exemples d'outils. Donc, les géotechnologies, ça a vraiment une vaste, disons, un vaste chantier d'outils. On connaît juste certaines, d'autres ils sont encore à découvrir, ou bien ils sont en processus d'élaboration par des experts dans le domaine. Puis on va proposer des exercices pratiques. Exercices pratiques, bon, on va montrer comment on peut utiliser certaines choses, et l'autre partie, c'est vraiment d'expérimenter avec Rémi un exemple concret, ce qu'il a développé dans l'étude approfondie de son cours à la maîtrise. Alors, qu'est-ce que les géotechnologies? C'est un ensemble de technologies géographiques. Normalement, on peut dire technologie géographique, mais moi j'aime le mot géotechnologie. Il n'existe pas dans le dictionnaire, mais je le préfère parce que c'est plus court. Alors, c'est un ensemble de technologies géographiques qui veut dire géoréférencier. Ces outils-là, ils font référence à des points, à des localisations qui sont géoréférencées, ça veut dire pour lesquelles on obtient les coordonnées. D'accord? Et donc, tout phénomène géographique, il est géoréférencé une fois il est localisé. Les exemples, vous utilisez certains de ces outils-là, Google Earth, Google Maps, vous utilisez le GPS, vous utilisez peut-être Map Machine, ArcGIS, AIGJ, c'est Arc Explorer Java Edition, Education Edition, mais celui-là, j'ai appris que Esri l'a éliminé parce qu'ils ont pris les fonctionnalités qu'il a et ils l'ont ajouté à ArcGIS. Donc, ils ont dit c'est plus facile de travailler avec ArcGIS que aller avec ça. Pourquoi les géotechnologies? Alors, je ne vous dis pas quelque chose de nouveau, vous savez très bien, on est au XXIe siècle, on a des enjeux planétaires auxquels on fait face au quotidien. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on entende parler d'un désastre naturel, par exemple. On ne peut pas négliger les problèmes économiques dans lesquels se trouve le monde présentement. Les problèmes comme par exemple les feux de forêt qu'on connaît dernièrement au Nouveau-Brunswick. Des problèmes de toutes sortes. Hein? Et donc, on est de plus en plus confronté à localiser où se trouvent ces phénomènes-là et puis quel lien nous avons par rapport à ces éléments-là qui se passent quelque part dans le monde. Et donc, leur potentiel, moi je dirais, c'est ce potentiel-là, il est issu du fait qu'ils sont très utilisés par différentes instances. Ils sont utilisés par le gouvernement, dans le domaine du transport, dans le domaine de la santé, l'économie bien sûr. Ils sont utilisés par les entreprises, ils sont utilisés par toutes sortes d'industries, par les ONG.
et aussi par les médias d'information. Hein. Maintenant, lorsqu'on présente, bon, ça fait longtemps, mais la météo, ben, on fait appel à la localisation par des cartes, où on localise une tempête de neige qui s'en vient, ou bien une vague de chaleur, etc. On les utilise aussi lorsque on veut parler d'un événement qui arrive quelque part, un attentat qui arrive à Kandahar, et il est localisé sur une carte. Hein? C'est une carte statique, oui. Mais on voit aussi des cartes d'élections, par exemple. Hein? Au fur et à mesure que les élections, les résultats sortent, ben on voit le changement d'une carte dynamique. Hein? Donc, c'est les sites qui nous permettent de faire ça. Et votre téléphone cellulaire, s'il est intelligent, il contient un GPS. Hein? Et aujourd'hui, vous ne vous inquiétez pas par rapport à votre cellulaire, parce que vous savez très bien que vous allez le localiser lui-même. Si jamais vous le perdez, vous pouvez le repérer facilement. J'ai déjà trouvé un cellulaire, juste le temps d'aller chez moi pour se préparer à le porter au poste de police le plus proche. La voiture stationne, puis il y a une dame qui dit « Madame, vous avez mon cellulaire ». Alors je lui dis « C'est quoi votre nom ?» J'ai comparé la photo, puis j'ai dit « C'est quoi ?» C'est génial, hein? C'est génial. C'est comme s'assurer une certaine sécurité par rapport à nos informations, à nos choses. Le potentiel des systèmes d'information géographique. Alors, les systèmes d'information géographique, c'est un ensemble de choses. Il y a les concepteurs des SIG, ça veut dire les experts, les utilisateurs de ces SIG, il y a les données, il y a les logiciels qui sont proposés, il y a, ça veut dire, tout le matériel qui entoure les données, ça veut dire du point de vue statistique. On fait affaire à d'autres logiciels statistiques. Ils sont utilisés pour relever des données du terrain et pour gérer ces données, pour les analyser et pour afficher l'information d'une manière visuelle sous forme de carte. Alors le but, c'est de comprendre, d'analyser, d'évaluer un phénomène, voire même de prédire son évolution dans le temps et de prendre une décision, je mets entre parenthèses, d'aménagement territorial, parce que c'est dans ce sens qu'on veut savoir, par exemple, avec les cycles, s'il y a des inondations dans telle région, ben, quelles sont les régions qui vont être plus à risque et comment on peut planifier un plan d'évacuation ou d'aide pour faire face à ce sinistre. Alors, les cycles comme tels, c'est le résultat de l'évolution de la géographie. C'est comme un enfant qui sort de la géographie, mais qui devient très autonome, hein, et qui est adopté par les géographes, mais aussi par d'autres personnes qui travaillent dans d'autres domaines. Alors, les géographes ont commencé à travailler avec une carte, donc un plan cartésien avec des coordonnées. Ça a évolué à un globe, puis à un cycle. Donc, ça dit que la géographie évolue dans sa méthode de travail et dans la production des savoirs. Alors, ici, vous avez un livre qui a été produit par Malon Palma-Watt, qui s'appelle Meeting Our World. C'est pour les éducateurs. Et donc, pour eux, les cycles, c'est la localisation qui est la base de la géographie. Mais il y a aussi d'autres éléments, le comment de la localisation et le pourquoi de la localisation d'un phénomène donné. Si vous permettez, je peux fermer la porte pour le bruit, mais pas tout à fait parce qu'il fait chaud. Hein? On peut l'ouvrir plus tard. Les géotechnologies, de manière générale, ils ont un potentiel, c'est l'amélioration de l'employabilité des jeunes. On sait très bien, et ça c'est quelque chose peut-être qui est sous-estimé, qui est encore méconnu. Les jeunes qui se forment dans les cycles, ils ont plus d'ouverture au niveau de l'emploi. Ils peuvent travailler dans plusieurs organisations. Donc, ça serait intéressant. D'abord, l'employabilité. Deuxièmement, il y a le fait que la nature spatiale
de ces technologies, ils font que, comme je viens de le dire, ils sont utiles pour comprendre, pour analyser les enjeux planétaires dans lesquels on vit aujourd'hui. Mais ils sont aussi utiles pour la communauté dans laquelle on vit. On peut faire des études avec les sites pour essayer de résoudre certains problèmes qui sont liés au transport, qui sont liés, ça veut dire par exemple pourquoi dans tel coin il y a plus d'accidents. Donc on peut comprendre pourquoi. La gestion par exemple des déchets, plusieurs éléments, la protection de l'environnement. Donc c'est un outil qui est aussi un élément de citoyenneté, hein, lorsqu'on le maîtrise bien et on l'utilise dans le bon sens. Juste une question, ça ne vous dérange pas, j'interromps? Non, non, pas du tout. Donc ça fait comme des compétences de résolution de problèmes. Oui, la résolution de problèmes, mais aussi la prise de décision. La prise de décision. Oui. Pour les sciences humaines, moi je dirais qu'il améliore la littératie géographique, mais aussi la littératie historique. Et avec les deux, on a l'éducation à la citoyenneté qui va de soi. Alors, résolution de problèmes dans le sens qu'il y a le lien entre plusieurs phénomènes. On essaie d'interpréter ce lien qui influence quoi. Puis, souvent en géographie, il n'y a pas juste un facteur qui explique un phénomène, mais plusieurs facteurs. Le poids de chaque facteur peut varier selon le contexte. Ils permettent aussi de donner une expérience signifiante pour les élèves en classe de géo et d'histoire. Alors, l'habilité d'utiliser et de créer des cartes à l'aide des géotechnologies est devenue pour certains auteurs spécialisés en éducation géographique comme un critère de la citoyenneté moderne du XXe siècle. Donc, je pense que les exemples ne manquent pas. Je prends l'exemple de GPS. Je vais juste vous dire que pour parler de GPS, je ne vais pas rendre justice à cet outil-là. Parce qu'on pourrait, par exemple, l'année prochaine, proposer un atelier uniquement pour le GPS. Il y a pas mal de choses à faire avec cet outil-là. Et c'est un outil géotechnologique qui permet l'interdisciplinarité entre plusieurs matières. Si on est au primaire, le jeune aussi de secondaire. Alors là, Global Position System, c'est la réduction de, ça veut dire c'est le nom de l'acronyme. Il permet une référence spatiale pour dire où sommes-nous. Mais il nous permet aussi de nous dire, si on veut à tel coin, comment on peut y arriver. Alors, il véhicule les concepts de coordonnées géographiques et de direction cardinale. Ça, c'est le premier élément lorsqu'on a par exemple des élèves de primaire qu'on veut initier aux technologies. Comme les élèves de 3e, 4e, j'ai vu que dans certaines races, s'orienter dans l'espace, se situer, donc ça peut utiliser dans ce sens. Faciliter la vie aux individus et aux entreprises, donc on ne veut pas se perdre, puis aussi on veut, ça veut dire le GPS, c'est quelque chose d'utilisé pour d'autres organisations. Pour les jeunes, activités de jeu pédagogiques, donc des activités et des jeux pédagogiques qui vont stimuler les élèves à embarquer dans l'apprentissage de disciplines. Alors on peut jumeler éducation physique avec géographie, avec sciences, avec histoire. Donc par exemple, je suis dans une région où je fais une sortie avec mes élèves, donc je veux les faire bouger, hein. Je peux leur proposer des mouvements dans le sens de l'éducation physique. Je peux leur demander, par exemple, de relever des points, ça veut dire des coordonnées de certains points, d'écrire ce qu'ils voient dans ces points-là. Et, par exemple, par rapport aux sciences, ils peuvent aller relever des échantillons qu'ils vont analyser au laboratoire, avec des photos qu'ils vont prendre, etc. Donc, on est vraiment dans, avec tout ça, ça peut mener à l'éducation de la citoyenneté, ça veut dire la conscience territoriale que le jeune peut développer de son territoire, de sa communauté. Hein? Et donc, on est dans une citoyenneté digitale. Et ça veut dire que
maîtriser un outil, mais le maîtriser pour des objectifs pédagogiques, des objectifs de citoyen qui a une connaissance géographique, peut-être historique, et connaissance de l'environnement à travers la science, un citoyen qui bouge, qui est actif. Hein. Je vous donne un petit exemple. J'ai ici une maquette avec laquelle on peut faire beaucoup de choses avant d'aller sur le terrain. Cette maquette-là, je peux les utiliser avec des élèves du primaire, 4e année par exemple, ou 3e année. J'ai ici un certain nombre de projets que j'ai identifiés avec des lettres. Et donc, je peux poser plusieurs questions par rapport à cette maquette-là, en considérant que ici c'est le nord, ici c'est le sud, l'est, l'ouest. Alors je peux dire par exemple, poser des questions, le restaurant se retrouve à quel endroit, à quel point cardinal par rapport à l'hôtel de ville par exemple, ou bien l'hôtel de ville se trouve où par rapport au parc, pour apprendre aux petits enfants les 4 directions, cardinales. Je peux demander d'autres questions. Si lui devrait y aller à son école au point K, ben, quel chemin, selon vous, doit prendre? Quel itinéraire serait le plus approprié? Un exemple de question. Je peux dire joindre le point J avec F et avec K. Et dites-moi quelle forme géométrique ça forme. Et ça dépend avec quel niveau scolaire je suis, je pourrais y aller vers cet élément de géométrie et même poser la question, demander de calculer la superficie, par exemple, de ces 3 points. Donc, c'est des exemples, mais je dirais que vraiment c'est très élémentaire et on peut planifier des activités qui vont, ça veut dire, vers le complexe, du plus simple au complexe, dépendamment du niveau scolaire des élèves et du niveau développemental des élèves. Alors, toujours avec le GPS, on peut planifier une sortie autour de l'école pour apprendre l'observation géographique, s'orienter selon les points, trouver des lieux à partir de coordonnées qu'on va donner aux élèves, mais on peut faire le contraire, ça veut dire trouver les coordonnées d'un lieu qu'on va, ça veut dire indiquer aux élèves. On peut planifier un devoir à l'extérieur de l'école que l'élève peut réaliser, je ne sais pas, pendant la fin de semaine, pendant le mois de mai où il fait beau, comme présentement. L'élève peut réaliser, apprendre la description des milieux naturels et des milieux construits. Et donc, il peut avoir un GPS, ou bien son téléphone cellulaire, celui de son père ou de sa maman qui contient un GPS, ou tout simplement, s'il n'a pas ces outils-là, parce qu'on est conscient de la fracture numérique, il peut avoir un appareil à photo, papier et crayon. Il peut prendre des photos de chaque point à repérer et à relever. Il va décrire ce que représente chaque photo comme élément naturel et comme élément construit. Et par après, il doit identifier les coordonnées. Soit s'il a le GPS, il va le faire. Sinon, il peut aller sur Google Earth et il peut identifier les coordonnées de cet élément-là. Donc, c'est des activités aussi simples, mais qui sont significatives par rapport aux jeunes. Alors, un jeune peut faire une promenade, une randonnée, relever des points de son itinéraire et il peut transférer le tout sur ordinateur. Et il peut présenter, ça veut dire son itinéraire à ses collègues, qui va être documenté par des photos et par des remarques de sa description. Et donc ça apprend à l'élève, ça veut dire
de s'habituer à l'observation géographique. Hein? Quand on observe une image, c'est rien. Il a une signification, il a quelque chose de point de vue géographique, qu'il soit naturel ou qu'il soit construit par les humains. Voilà, alors moi j'arrête ici pour prendre de l'eau et je donne la parole à Rémi. Oui. Maintenant, je vais vous présenter deux outils. Si tu permets, Rémi, je vais juste dire une chose. C'est que probablement, on ne va pas avoir assez de temps pour faire le tour de ce qu'on a planifié. Donc, pour nous, ça veut dire au moment où j'ai intégré le résumé de l'atelier en ligne, j'ai mentionné que l'atelier doit durer 2 heures. Alors, je ne sais pas si vous avez pris ça en considération. Oui. C'est super. Donc, comme ça, si on a le temps, on peut aller faire une petite sortie avec le GPS à la fin de la deuxième partie. Parce que la deuxième partie, ça va... après ça, on va parler de l'activité que j'ai créée sur ArcGIS. Puis, à ce moment-là, ben là, vous pourrez choisir qu'est-ce que vous voulez faire comme activité, parce qu'il y aura celle-là. Il y aura une activité d'introduction, ça c'est ceux-là qui sont nouveaux. Si vous êtes vraiment nouveau et vous avez un petit peu peur de vous aventurer là-dedans, l'activité vous montre un petit peu les fonctions de base. Puis ensuite, ben, il y aura peut-être, vous pouvez choisir si vous voulez faire, ou on fera peut-être les deux, sortir à l'extérieur avec les GPS. Donc, les présentations de deux outils géotechnologiques. D'abord, on a Framework, que vous connaissez bien, puis ArcGIS, qui est peut-être nouveau pour vous autres. Ne paniquez pas, ça s'apprend quand même assez bien. Les critères, ça c'est des critères que j'ai déjà fait un travail, je sais que c'est petit, je vais vous les résumer. Les critères que j'avais utilisés dans mon travail, c'est, puis que madame avait validé, c'est d'abord, c'était pour juger de l'efficacité, pour évaluer les outils technologiques. Tu vas-tu agrandir juste un petit peu? La présentation va être disponible samedi. Si vous nous donnez vos courriels, on va vous envoyer. Oui, moi je pense pas que je peux l'agrandir tout de suite, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a, éléments composants de raisonnement. L'élément composant le raisonnement géographique didactique, lecture de l'organisation du territoire. On voulait voir si c'était vraiment bon pour l'organisation du territoire, la description du phénomène, la localisation, les caractéristiques du territoire, les relations avec les éléments, chose A et chose B, qu'est-ce qui est le lien entre les deux, l'échelle, locale, régionale, planétaire, ça c'est avec le zoom souvent, généralisation, la compréhension d'enjeux géographiques, qui est le deuxième oral en géographie, récolte d'analyse et analyse de données géographiques de l'enjeu, la résolution de problèmes considérant de différents points de vue, choix de solutions fondées, évaluation des conséquences de l'enjeu, la prédiction. Donc ici, on fait une résolution de problème, puis on résout ça de cette façon-là. Qu'est-ce qui va nous arriver? Puis la prise de décision. C'est là, à ce moment-là, qu'on peut prendre une décision, prendre une position sur un enjeu, après avoir fondé tout ça. Il faudrait que j'arrête de toucher ça parce que c'est des nouveaux tableaux. Utilisation du langage géographique et cartographique, effectivement. Interdisciplinarité et transdisciplinarité pour la pensée critique de potentiel interdisciplinaire entre les disciplines. Puis l'éducation à la citoyenneté. Approche républicaine et délibérative. C'est là qu'on ne se lit pas avec Mathieu Lang. L'éducation à la citoyenneté, c'est des approches qu'il a utilisées. Le logistique, ça c'est vraiment un peu ce que vous venez chercher aujourd'hui. Facilité d'utilisation. Est-ce que ça facilite la tâche ou ça la complique? C'est aussi simple que ça. La disponibilité et le coût. L'accessibilité, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'acquérir facilement ou c'est quelque chose qui coûte vraiment cher puis c'est vraiment compliqué? Et la précision et la profondeur de l'outil. Comment loin on peut aller avec l'outil? C'est un petit peu, c'est ça qui a guidé mon choix pour les outils. Ça va avec ça? Donc, premier outil qu'on traite, c'est Google Earth. Google Earth, c'est à peu près ça que ça a l'air. Rémi, est-ce
est-ce que vous pouvez juste leur poser la question? Parce que j'imagine qu'ils utilisent Google Earth. Qu'est-ce qu'ils font avec? Oui, qu'est-ce que vous faites avec Google dans votre classe si vous l'utilisez? Oui. J'ai utilisé en stage de 4 mois pour montrer l'évolution du diète à travers le temps. C'est une photo qui a été prise en 2012, puis une photo qui a été prise en 2003, j'imagine. On voit l'évolution surtout des maisons. C'est extraordinaire. Donc, le concept d'étalement urbain, il est vraiment visible à... C'est frappant le diète. Oui, génial. Quelqu'un d'autre? Non, les avantages de cet outil-là, c'est l'accessibilité. C'est vraiment facilement accessible parce qu'on peut le télécharger gratuitement. Pour localiser un phénomène, décrire un territoire, illustrer un phénomène à différentes échelles, parce que toi, tu as regardé Dieppe, mais on aurait pu regarder l'Amérique du Nord aussi en faisant un zoom arrière. J'ai juste une question. Comme si tu regardes Dieppe et tu vois la différence comme ça, quand on est sur Google Earth, c'est quand même pas en temps réel. Non. C'est ça. C'est sûr qu'il y a un décalage. Mais pas mal tous les outils géotechnologiques, même ArcGIS, c'est très actuel, mais c'est pas nécessairement en temps réel. Parce que c'est sûr que ça prend des gens qui mettent des choses. C'est une collaboration, c'est des gens qui mettent des images. Puis c'est à ce moment-là que si quelqu'un met une image, ben là, on peut voir les données plus récentes. Comme tu utilises l'outil historique, c'est ça? Oui. C'est l'outil historique. C'est la nouvelle version, 5 ou 6. Aussi, on peut... J'ai répondu à la question. Oui, oui. OK. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours la date. Hein? Quand on ouvre la page Google, quelque part, il y a la date dans laquelle on se trouve. Donc, c'est quand même un repère chronologique. Donc, on peut toujours... La date est d'habitude écrit date de l'image. D'habitude, c'est en bas, là, en bas de l'écran. Si vous regardez sous la carte, d'habitude, c'est écrit là. J'ai dit décrire un territoire, illustrer un phénomène à différentes échelles. Je vais passer à travers ça. Compréhension des enjeux territoriaux. En direct sur les lieux, parce qu'on voit vraiment ce qui se passe sur un endroit. Comme tu as dit, tu as regardé l'étalement urbain, puis tu as pu te rendre en direct au fait Dieppe, puis regarder comparer deux cartes. Ça en est des points d'intérêt. Je suis sûr que tu as regardé certaines rues à Dieppe qui n'existaient pas en 2004, mais maintenant qui existent. On peut s'en est des points. On peut même les marquer aussi avec le programme. Puis on joue avec ça, puis l'élève, c'est plus facile après ça à l'élève d'aller chercher l'information. Même lui peut choisir un point d'intérêt puis l'évaluer. Prise de décision et cartographie. On peut faire un peu de cartographie aussi. Comme je disais, avec les points, on peut marquer des formes aussi. C'est peut-être pas des polygones. C'est peut-être pas aussi puissant que ArcGIS en ce sens-là, mais quand même, ça nous permet de faire des annotations sur les cartes. Identifier des concepts, étalement urbain, déforestation aussi. On peut regarder une forêt qui a été déforestée, des choses comme ça. On peut même regarder des concepts historiques aussi. Oui? Peut-être que vous avez répondu tantôt, mais je suis en train d'écrire. La misère à faire 2 ans en même temps. Ouais. OK, pas de problème. J'essaie de tweeter aussi. Est-ce qu'on peut, dans Google Earth, aller récupérer des cartes qui ont été prises 10 ans passés? Oui, c'est ça, l'outil historique. L'outil historique, oui, j'ai manqué. Oui, ça peut se faire, mais pas pour toutes les régions. C'est peut-être ça la limite. Ah, là, aussi. OK. Mais comme à Moncton, ça le permet parce que c'est quelqu'un qui a ajouté. Puis c'est sûr que des régions plus éloignées dans la province qu'on n'a pas cette fonctionnalité-là. Puis c'est plus les grandes villes, par exemple. Je sais que Montréal, il y en a jusqu'aux années 40. Là. Mais tu peux quand même regarder à ça de cette façon-là. C'est vraiment intéressant. Ça va? Ce que tu as mentionné, ce qui est intéressant, ce que je me disais aussi, c'est que les autres, ils ont participé à la création de Google. Ils ont ajouté des cartes, ils ont participé à ça. Ils l'ont rendu interactif, comme je disais tantôt. Google Earth, c'est possible de modéliser les bâtiments aussi. Si tu fais Google Earth, tu peux voir la tour de l'Assomption. Tu peux aussi modéliser, par exemple, une cathédrale,
vas prendre des photos, C'est ça. tu vas faire le modèle avec Google SketchUp, tu peux le transférer sur Google Earth aussi. Il y a plusieurs particuliers qui le font autonomes. L'Université d'Ottawa vient de permettre qu'on la visite, c'est tout nouveau cette semaine, à partir de Google Earth, à l'Internet. Ils viennent d'ajouter ça. Ça, c'est des choses qui enrichissent quand même Ouais. la plateforme Google Earth. Parce que ça, quand on clique sur un lieu, ben, ça nous donne des fois des images. Et quand on a une image qui est récente, c'est génial. Parce qu'il y a aussi des couches, là, les layers qu'ils appellent, il y a des articles Wikipédia sur certains endroits. On peut même aller voir des photos que les gens ont prises dans leur voyage. Par exemple, j'ai vu à un moment donné, je me demandais sur la Corée du Nord, là, quand on parlait beaucoup de la Corée du Nord, je me demandais que ça avait l'air, cette belle place-là, où on parlait tout le temps, là, que c'était militaire, tout ça. Ça fait, je suis allé voir, puis j'ai trouvé des photos. Il y en avait pas mal plus que je pensais. Puis c'est des touristes qui avaient mis ça là. Puis c'était assez actuel aussi. Ça datait peut-être de 2011, 2012. Donc, il y a vraiment un grand partage qui se fait à travers Google, puis plusieurs autres applications aussi qu'on fait. Puis, il faut vraiment les explorer. Il y a des choses sur l'océanographie aussi, c'est vraiment intéressant. C'est ça, divers points de vue, mais ça revient un petit peu à ce que je viens de dire. C'est avec les couches, les layers, on peut regarder plusieurs points de vue océanographiques, il y a même des points d'intérêt économiques, social, des choses comme ça. Ça nous permet d'aller chercher beaucoup d'informations sur ce qu'on cherche à faire, puis de documenter sur un lieu. On peut vraiment avoir beaucoup d'informations. Puis quant à l'utilisation du langage géographique et cartographique, ça va selon l'activité proposée par l'enseignant. Ça dépend de ce qu'on demande aussi. Parce que c'est pas vraiment inné, mais ces choses-là. Mais si on demande à l'élève d'utiliser l'échelle, ben, veut pas, il va être obligé de se servir des bons concepts pour expliquer ce qu'il veut expliquer. Ça vient un peu comme avec la nature de l'activité qu'on demande. Interdisciplinarité entre sciences mathématiques et sciences humaines. Et plus économie, maison. C'est merveilleux. Oui, parce que les sciences mathématiques, sciences humaines, c'est comme Mme Benimas avait dit. On peut faire des opérations comme mesurer les périmètres des pyramides, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent se faire avec ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent Camille, parce que depuis toute l'année, on a mis des problèmes en sciences humaines qui sont basés sur Google Earth. On invite les jeunes, par exemple, soit à mesurer une distance, soit à, par exemple, trouver un lieu avec les coordonnées. On leur donne le coordonnées, puis on leur demande de trouver le lieu. Soit on donne le nom de lieu, puis on leur demande d'aller trouver les coordonnées. Il y a plein d'activités. Et puis, c'est depuis septembre dernier que ça a commencé. Puis, on a encore... tu peux leur montrer tout de suite. Jusqu'à quel niveau vous faites ça? On fait ça pour le primaire. Ah, ok. Oui, et ça veut dire 8e année, 7e année pour... c'est ça. Donc, le dernier problème, c'est dans mon globe. Donc, quelle est cette ville italienne située au, considérée comme le berceau de la Renaissance? Alors, avec les coordonnées, l'élève va aller sur Google Earth, il va identifier la ville qu'on considère comme le berceau de la Renaissance. Il y en a qui connaissent la réponse. Est-ce qu'on a Google Earth ici ouvert? Je pense qu'il faut le télécharger. Oui, il faudrait le télécharger, je pense. De David, c'est en Florence. Oui, c'est à Florence. Mais si l'élève entre ces coordonnées-là dans la zone de recherche dans Google, il va arriver sur Florence, en Italie. Puis en même temps, ben, ça lui permet de découvrir la ville. C'est ça, on a fait plein de questions vraiment Ça va avec ça? assez différentes. Bon, l'éducation à citoyenneté, résoudre des problèmes de sa communauté, pensée critique, faire des choix, prise de position, on en parlait un petit peu tantôt. Débattre d'enjeux actuels en se basant sur des données concrètes. Mais c'est en servant l'information qu'on a, ben, on peut faire des débats, puis alimenter, on peut
poser une question, puis le jeune doit se positionner face à quelque chose. Il doit utiliser ça comme moyen de référence. Les limites concernant Google Earth, on a des limites techniques, présentation des données. C'est sûr que c'est pas considéré comme un cycle en part entière, parce que ArcGIS est beaucoup plus puissant que Google à ce niveau-là, surtout la cartographie limitée. La prédiction intégrée n'existe pas, parce que dans ArcGIS, il y a certaines cartes qui nous permettent de prédire l'évolution des climats en 2050, par exemple, des données qui ont été entrées par des scientifiques, des données de prédiction. Puis aussi, ça dépend d'Internet, parce que si vous n'avez pas de connexion Internet, ben, ça marche pas. ArcGIS, c'est la compagnie Esri qui l'a fait. Diverses versions, dont certaines payantes et d'autres gratuites. Il y a des gratuites, on a Arc Explorer Java Education Edition, qui est celui-là que Mme Benimas a mentionné, qui n'existera plus. On a ArcGIS en ligne, qui est vraiment celui-là qu'on a utilisé. Celui-là, vraiment, à des fins pédagogiques en école primaire, secondaire, il est vraiment bien. Donc, vraiment, on peut même télécharger des données d'un ou de l'autre. Je voulais juste vous demander, est-ce qu'il y en a qui connaissent Esri Environmental System Research Institute? Non. Parce que... Pardon? Allez-y, madame. Je me demande si c'est ça qu'ils font pour gérer les zones côtières et tout ça. C'est le système c'est ça, parce que moi, mon fils travaille avec ça. Okay. On a Esri Canada et on a Esri des États-Unis. Et ce sont les experts qui travaillent là, qui gèrent les données auxquelles on a accès à travers les géotechnologies. Que ça soit, ça veut dire tout ce qui, c'est pas Google Earth, parce que Google Earth c'est avec Google. Oui. Mais là, Esri, c'est eux qui font ArcGIS, c'est eux qui produisent ces plateformes. Et plus que ça, ils produisent des leçons pour des niveaux scolaires, pour encourager les enseignants à intégrer les géotechnologies dans leur pratique quotidienne. J'ai une question. Spécialement ici, oui. En Europe, tous ces logiciels-là, c'est extrêmement utilisé. Puis nous autres ici, ça n'a pas jamais développé vraiment. Oui, mais là on commence. Oui. Il faut, M. Bernard a dit qu'il faut mettre le nez quelque part. C'est utilisé. C'est comme 10 ans en retard ici. Là, oui. C'est pour cela que, parlant de leadership, je pense que c'est jamais trop tard pour bien faire et on peut quand même faire des choses intéressantes avec des collaborations. Je pense qu'on pourrait réussir à avancer rapidement. Je sais qu'en Nouvelle-Écosse, il y a un cours qui porte sur les géotechnologies qui est optionnel au secondaire. Puis, je pense que la Colombie-Britannique aussi l'utilise un petit peu dans leur classe. Mais à part ça, au Canada, c'est pas mal ça. C'est la lecture que j'avais faite. Donc, ArcGIS en ligne, si ça vous intéresse, après la pause, on l'explorera. Vous pouvez même créer un compte. Ça, c'est une carte que j'avais faite avec les territoires à risque. C'est que j'avais été chercher, on peut aller chercher des couches de données qui sont déjà faites pour nous, puis agencer ça. Comme moi, la question ici, c'était de voir si où on pourrait construire une centrale nucléaire dans une région à forte activité sismique. Par exemple, San Francisco. Puis, c'est sûr que tu ne peux pas l'installer sur une faille, mais il y a des cartes qui nous montrent exactement les risques naturels qu'on a dans ce coin-là. Puis on peut voir où il ne faut pas installer notre centrale nucléaire pour qu'il arrive la même chose qu'au Japon, par exemple. Donc, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. L'avantage, c'est l'outil SIG par excellence, travail des géographes. L'élève, quand il utilise ça, il devient un géographe. C'est accessible en ligne et la version est gratuite. Il y a une version gratuite. C'est sûr, si vous voulez avoir la version complète, que vous pouvez entrer les données vous-même, ça coûte vraiment cher. Mais pour l'école, la version gratuite a quand même assez de fonctionnalités. Raisonnement géographique, environnement cartographique, échelle, localisation, description, explication, généralisation, prédiction, prise de décision, etc. C'est tout là. L'avantage, compréhension
des données, des enjeux géographiques, des données abondantes, diverses couches qui favorisent la compréhension. Comme je vous ai dit, on peut avoir des couches démographiques, on peut avoir des couches climatiques, environnementales, tout ça mis ensemble. Puis ça nous permet de comparer plusieurs enjeux ensemble pour voir un enjeu sous divers angles. L'enjeu économique, l'angle économique, écologique, social, pour faire du développement durable, si on veut. Prédiction, carte avec des données prédites, là, ça je vous ai dit pour le climat, on en a. Et l'abondance d'informations nous permet de prendre une meilleure prise de décision parce qu'il y en a de l'information. Puis c'est fait par SRI, il y en a, c'est fait par des universitaires. Il faut vraiment avoir un compte pour créer des cartes, par exemple. Mais c'est vraiment pas difficile. Puis juste un exemple, par exemple, pour l'ouragan Sandy, même pas une semaine après que c'était arrivé, il y avait déjà des cartes complètes des dommages qui avaient eu lieu. Ça fait que les élèves qui voulaient étudier, ou les enseignants qui voulaient étudier ça avec leurs élèves, pouvaient le faire facilement. L'année où il y a eu le tsunami au Japon, à Israël des États-Unis, ils suivent vraiment les événements de jour au jour. Puis, ils reçoivent des clips vidéo de gens qui ont enregistré leurs observations. Hein? C'est vraiment, ils parlent aux gens, ils disent voilà ce qui s'est passé. Puis, ils ont cartographié, ça veut dire la vague, comment il a évolué dans le temps, puis les problèmes de la radiation. C'était vraiment, ça aide quand même à donner une information plus précise et réelle de phénomène qui est arrivé. Et ça, ils ont l'habitude de le faire. Par exemple, pendant le printemps arabe, ils ont vraiment cartographié ça, et tu cliques, puis tu tombes sur la première carte qu'ils donnent sur l'événement le plus frappant dans l'actualité. Et ça, c'est vraiment, le site est fait comme ça, c'est vraiment intéressant. Ils sont dans l'instantanéité. Hein? C'est des gens qui travaillent vraiment rapidement. C'est très actuel. Pour tout ce qui est actuel. Puis, langage orthographique et géographique, un outil géographe, interdisciplinarité et transdisciplinarité, ben oui. La pensée critique, le taux de raisonnement et hein? C'est ça, j'ai dit en mettre quelque chose. Oui. Éducation, citoyenneté, histoire, mathématiques, statistiques. C'est pas mal, on voit je vais aller vite parce que le temps. Les limites, ben, certains logiciels coûtent cher, là, comme la suite complète coûte très très cher. Puis ça nécessite un ordinateur performant pour la suite complète. Mais il faut aussi que ça soit quand même un peu performant aussi pour la suite de base, celle-là qui est gratuite parce que c'est sûr, si on utilise des vieux ordinateurs qui datent de 2003, j'imagine que ça ne marcherait pas trop. Ça prendrait trop longtemps. Puis complexité de l'outil aussi, parce que au début, ça paraît complexe. Puis souvent, ça peut être un peu difficile aussi d'importer ses coordonnées à travers un GPS. Parce que souvent, il faut importer le fichier sur l'ordinateur, puis ensuite aller l'ouvrir avec le programme en ligne et non faire directement du programme au GPS. Ça peut poser un problème pour certaines personnes. Puis, c'est vraiment important de choisir pour son besoin l'importance. Qu'est-ce qu'on fait didactique, pédagogie? On peut choisir les deux outils sont bons, mais ça dépend de ce qu'on veut faire avec les élèves. Un peut être meilleur dans un cas, l'autre peut être meilleur dans un autre cas. C'est la pensée critique de l'outil. Puis, je pense qu'on pourrait prendre une pause, puis ensuite on fera la partie du comment ici. Alors, on va reprendre la leçon. Donc, là, on s'attaque au comment des cycles. Comment l'appliquer en salle de classe. C'est ça que beaucoup de gens viennent chercher ici. Puis, donc, le potentiel pédagogique, ça c'est nos RAG et RAG au Nouveau-Brunswick. Je vais juste, on vous enverra la présentation à la fin si vous donnez votre courriel. Puis, ce qu'on fera, ben, vous pourrez les regarder. Puis, la manière, dans notre leçon, ce qu'on fait, c'est qu'on va toucher ces
ces rases-là. Utiliser plusieurs échelles. Donc, la leçon que je qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une leçon de géographie 9e année sur les territoires à risque. Puis, ça touche sur la ville de San Francisco, Manille aussi. Puis, la carte que je vous ai montrée tantôt. Donc, les prérequis pour faire la leçon, ça c'est sûr qu'il faut des concepts concernant le territoire urbain, la connaissance de base d'ArcGIS, puis avec ça, ben, il y a la leçon d'introduction que vous pouvez faire. Est-ce que vous êtes familier avec ArcGIS? Levez la main ceux qui y sont. Personne? Il y a un début pour toute chose. Oui. Ben, vous allez... ce que je vais vous montrer un petit peu la leçon d'introduction si jamais vous voulez l'essayer par vous-même. Quand vous aurez du temps, ça fait que vous pourrez regarder à ça puis l'essayer. En même temps, ça vous permettra de vous familiariser avec les principales fonctionnalités. Puis de deux, il y a aussi un guide que j'ai monté en annexe du travail qui vous montre comment utiliser cette leçon-là. Puis sur chacune des feuilles utilisées dans la leçon, il y a des petits indices qui vont dire, allez à la section D3 par exemple, ça vous explique le concept dans le guide. Ça, t'as tout ça en ligne, ça? Ça, ces documents-là, je les ai sur Dropbox, mais je vous les enverrai. Ou soit que je partagerai peut-être le dossier si jamais. Il y a juste une chose à dire, c'est que Rémi il veut publier une partie de son travail dans une revue professionnelle qui s'adresse aux enseignants. Et puis, ça serait bien qu'il partage ça avec elle. Oui. Et il va diffuser, mais pas tout. Pour laisser quelque chose à la revue. Oui. Donc, c'est ça. Matériel, grille de planification, ordinateur, sur ordinateur, carte ArcGIS en ligne. Mais ça, les cartes ArcGIS, la manière que ça fonctionne, c'est que quand vous voulez utiliser la leçon, vous faites un compte, vous m'envoyez un courriel, je vous envoie mon compte, mon invitation, une invitation pour vous joindre à mon compte. Puis à ce moment-là, je vous envoie la carte. Puis vous pouvez l'utiliser dans votre salle de classe. Puis si jamais vous modifiez l'original, ben moi je me garde un autre original, ça fait que, parce qu'on sait que ça peut arriver. Il faut montrer aux élèves aussi d'enregistrer sous et non d'enregistrer parce que ça enregistre par-dessus. C'est une petite lacune. Manuel territoire 1, parce qu'il y a quand même de la documentation qui est faite dans les livres, juste la lecture de base. Juste une petite question. Oui. Est-ce que c'est strictement en anglais, le logiciel? Oui. Non, c'est en français. Aussi? OK. Donc, la leçon que j'ai prévue, ben, c'est une façon d'organiser la classe. Ça, c'est pas la leçon d'introduction, mais la leçon qu'on a créée. Puis, c'est des groupes qui doivent s'affronter sur une question. Je pense qu'on a la situation de problème ici. La Commission d'aménagement urbain de San Francisco reçoit des requêtes de plusieurs citoyens entrepreneurs au sujet de la construction d'une usine nucléaire, d'un gazoduc et d'un résidentiel. Tu as donc un rôle à jouer dans ce dossier, rôle qui te sera distribué dans très peu de temps. Donc, les élèves, ce qu'on fait, c'est qu'ils forment des groupes de 2 ou 3 élèves, si je ne me trompe pas. Puis, ils doivent... Oui, 2 élèves. Ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent préparer chacun des promoteurs de projet. Il y en a qui vont avoir le rôle de promouvoir un projet. Donc, le groupe 1 pour la centrale nucléaire doit choisir un lieu pour sa centrale, le groupe 2 va choisir un lieu, et le groupe 3 va choisir un autre lieu. Il doit argumenter à l'aide de la carte, il doit aussi le cartographier avec ArcGIS. Puis ensuite, il y a les conseillers de la commission d'urbanisme, eux autres qui doivent cartographier les zones à risque. Donc, c'est juste pour se faire une idée de qui sont les zones à risque. Donc, la centrale nucléaire, le jeune qui va avoir à choisir l'emplacement de la centrale, ce qu'il va devoir faire, il va devoir observer les risques, sismiques, toutes ces choses-là. Dans la leçon, on a mis
on a mis d'informations pour dire, OK, mais la valeur du terrain, les zones à risque, tout ça, les coûts. Puis considérer toutes ces choses-là, puis argumenter sa position. Pourquoi il a choisi de la mettre là, devant lui. Puis lui, à la fin, va devoir choisir parmi les 3 groupes le meilleur, selon ce qui a été dit. Puis c'est la même chose pour les autres projets aussi qu'on a. Ça a été fait pour une classe de 24 élèves. Donc, c'est un petit peu ça, c'est ce qu'on touche. L'organisation du territoire, interpréter, habileté technique, la communication, utilisation éthique et pensée critique. La préparation, d'abord dans la leçon, on montrerait des images de San Francisco, une leçon d'introduction aux besoins, c'est ça qu'on va vous montrer après. La directive et situation de problème, ça je vous ai expliqué. Réalisation et analyse des cartes. Ils font une liste de vérification en ligne pour voir si leur argumentation est correcte. Commission d'urbanisme délibère. Puis ensuite, l'intégration, ils ont une évaluation semblable individuelle, un genre de test. Mais c'est un cas semblable, c'est se loger à Manille aux Philippines. Autrement dit, l'exemple de Manille va vérifier le transfert des apprentissages de l'élève. S'il a appris, bon, il serait capable de mener la même chose sur Manille. C'est de voir vraiment s'il y a pu comprendre ce qu'il avait pu l'amener à la situation de Manille. Donc, ça, c'est la grille de planification que je vous ai fournie. Puis, les autres documents qu'on a, on a le guide d'évaluation et les conseillers. Donc là, je vais aller vous montrer ce que j'ai. Ce que j'ai dans ici. Puis, c'est même partage. On peut même le partager. C'est un document qu'on s'est servi dans le cours de didactique de la géographie, puis que les étudiants ont. Donc, tout y est. Je vous l'enverrai à vous si jamais vous intéresse. Donc, la leçon d'introduction, c'est 1h à 1h30 que ça peut durer avec des élèves. Ça, c'est une bonne chose à faire la première fois que vous l'utilisez en salle de classe. ArcGIS. Ça va montrer, c'est une petite leçon, c'est vraiment dans le milieu de, je dirais, de l'apprentissage. Ça peut s'appliquer dans n'importe quel cas. Puis ça commence à ce niveau-là, juste pour montrer à l'élève comment servir de l'outil à la base. Donc, je vais juste trouver la page exacte. Voyez-vous, j'ai les pages que je survole, c'est le guide. Donc, D1, D c'est modifier un symbole ou une forme. Cliquez sur le symbole, la forme à modifier, ça explique comment le faire. Est-ce que vous pouvez augmenter l'image? L'agrandir? Oui, Comme ça? voilà. Donc, ça donne juste un exemple. Puis l'observation. Leçon d'introduction. Complète les étapes suivantes. Celle-ci t'amènera vers la maîtrise du logiciel ArcGIS. Si tu veux savoir comment faire, réfère-toi au numéro écrit après le symbole, le petit i. Lise ce qui suit et coche lorsque tu as complété. Je retrouve la carte d'introduction à ArcGIS et je l'enregistre sous mon nom d'utilisateur. Introduction à la carte ArcGIS et nom d'utilisateur. Par exemple, si c'est Rémi, ça serait introduction à ArcGIS Rémi. Puis ça montre comment le faire à B3 dans le petit guide. Donc, si on donne ça à l'élève, on donne une copie PDF du petit guide à l'élève. Puis avec ça, l'élève peut utiliser ça puis faire exactement toutes les étapes, cocher, trouver une montagne et marquer ça, tout ça. Puis à la fin, l'enseignant peut arriver puis regarder si toutes les informations sont présentes. Donc, là ici, que trouve-t-on de particulier dans cet endroit? Ben, ça demande à l'élève d'analyser un petit peu ce qu'il voit. Cartographie. Assure-toi que ta carte est bien présentée. Il y a des règles de présentation qu'on vient à la fin. Donc, la grille d'observation, nom de l'élève, ça c'est pour voir vraiment s'il a bien fait. On va cocher, l'enseignant va aller, puis il va prendre les notes, puis il va regarder si l'élève a vraiment créé son compte PSRI. Il va cocher correctement, partiellement, pas du tout, avec aide. Genre, par exemple, il faut le faire correctement, mais avec aide.
on peut cocher les deux. C'est juste une petite grille qu'on peut se dire, OK, cet élève-là, on peut créer des profils d'élèves avec ça. Donc, ça résume un petit peu l'affaire que je vous ai montré tantôt. Ça, c'est la leçon d'introduction que vous pourriez faire. Il y a 2 documents là-dedans aussi pour les autres leçons. Donc, ça va avec ça? Donc, oui? Travailler dans ArcGIS. Oui. Il faut se créer un compte tout le temps, oui. c'est ça? Se créer un compte. Puis, vous me donnerez vos courriels à la fin, je vous enverrai le document, parce que tout est là. Ça fait que vous pouvez l'essayer. Donc, maintenant, on peut passer à l'activité des GPS, parce qu'on n'aura pas le temps de faire l'activité d'introduction en classe, mais je vous la laisse l'explorer par vous-même. Tout est expliqué vraiment en détail. Si vous suivez les consignes, vous allez pouvoir nager, naviguer, puis vous allez aimer ça. Puis une chose est très importante, c'est que les situations de problème avec les consignes que Rémi a établies, des fois on parle de la conscience territoriale, les étudiants, ils ont adoré l'activité, puis ils ont dit, bon, on parle de l'éducation à la citoyenneté, puis la conscience territoriale, là, on est là parce que on voit c'est l'espace réel, l'espace géographique réel concerné par ces enjeux-là. Moi, j'aurais aimé leur montrer un petit peu. Oui, je peux leur montrer un petit peu ArcGIS. Parce que la partie pratique, c'est... est-ce que tout le monde a créé un compte ou... Non. Non. OK, je veux juste... Il peut juste vous montrer, puis vous prenez le temps de... C'est valeur qu'on n'a pas plus de temps. Là. Je vous avais fait créer un compte, puis on aurait expérimenté plus, mais si on veut faire l'activité de GPS, ça ne marche pas. Mais, voyez-vous, vous allez dans l'inconnu quand vous avez ça. Puis, ce que je peux faire comme moi, je peux vous l'envoyer. Introduction à ArcGIS, donc je viens ici puis je mets dans partager. Puis là, je vais créer des groupes. Puis je vais vous inscrire à un groupe, disons que ça serait Attica. Puis à ce moment-là, vous pouvez ajouter, comme vous pouvez ajouter juste vos élèves, par exemple. Vous avez classe de géo groupe 1. Mais vous mettez tous les élèves du groupe 1 dans votre groupe. Puis après ça, vous avez les autres, les groupes 2 ne peuvent pas voir ce que les groupes 1 ont fait. Par exemple, si je fais Attica, ils peuvent demander à rejoindre ce groupe. Si vous voulez mettre privé. Il faut remplir les autres balises. Résumé, ils vont plus les personnes intéressées aux jeux technologiques. Non, il faut remplir tout. Ah, les balises sont ici. Oui, il faut juste mettre quelque chose et on va jeux technologie ou bien géographie, des concepts comme ça. Oui. Voilà. Donc là, ici, c'est ça. Si je veux rajouter des gens au groupe, je vais inviter des utilisateurs. Là, quand vous avez créé un compte, par exemple, vos élèves, disons que ce serait Bernice. On écrirait Bernice, disons, le nom d'utilisateur que toi, tu as créé. Puis là, ensuite, j'envoie une invitation, puis Bernice va sur son compte, puis elle doit accepter l'invitation. Un petit peu comme les amis Facebook. C'est un petit peu dans le même sens. Là, ensuite, après ça, là, je vais aller dans mes contenus. Puis je partage la carte avec un tel groupe. Donc, partager avec le groupe Attica. Donc après ça, Attica va être capable d'utiliser ce groupe-là. Mais comment tu travailles dans les cartes? Vous pouvez juste leur montrer sur ArcGIS et leur montrer certaines fonctionnalités. Oui. Donc on va là. Donc avec ça, cette carte-là, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a ajouté des couches. Ce que je peux faire, c'est ajouter une couche à partir du web. Plus avec rechercher des couches.
Ça, c'est dans la base de données unie de ArcGIS. Sinon, je veux dire population. Le seul problème, c'est que les légendes sont en anglais bien souvent. Oui. Mais l'interface est française. Là, je vais ajouter SE Population World. Je vais aller ici. Puis, ça apparaît. Là, ce que je peux faire, si je ne veux plus cette carte-là, je vais aller ici. Puis là, je ne sais pas encore comment aller. Je vais aller ici. Puis je vais SE Population of World. Je vais le décocher. Donc, il disparaît. Donc, je peux les enlever. Je peux enlever ce que je ne veux pas. Ensuite, je peux ajouter des notes sur la carte, note de carte. Donc, si je veux dessiner un polygone, par exemple, sur la fille, je vais ajouter des notes de la carte. Je vais dessiner mon polygone. Et ensuite, je peux le nommer. Je peux aller modifier le symbole si je veux changer la couleur. Je peux le mettre en orange. Je vais cliquer. Ici, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Donc, tu peux ajouter tes couches, les Oui. commentaires. Des couches, des punaises, des choses comme ça. C'est quoi la résolution des photos? C'est-tu au niveau de détails, là? Ça doit être très, très puissant, ça, vraiment. Ah oui. Le forme carte, ça dépend aussi. Tu peux choisir la forme carte que tu veux. Ah, OK. Puis, c'est... Juste leur montrer là où ils ont les fonds de carte et de choisir. Oui. Vous pouvez choisir différents fonds de carte dans l'imagerie. L'imagerie avec étiquette, c'est un petit peu comme, genre, vous pouvez envoyer des pays, par exemple. Ou bien avec les routes. Les routes, la topographie, montagne. Terrain avec étiquette, ça c'est plus comme une carte ordinaire, nuance de gris. Dépendamment de l'objectif d'utilisation, de la thématique, vous pouvez choisir un fond de carte qui convient le mieux. Puis OpenStreetMap. Donc vous voyez un petit peu comment ça marche. Il y a une chose, c'est que Donc ici on voit que... quand on est aux États-Unis, ben, il y a une résolution, il y a une multitude de données, mais plus qu'on va dans d'autres territoires, on manque de données. C'est ça le problème, et en français encore plus. Comme si on va, on a les géosignets aussi, qui est comme les signets. On peut aller poser des signets juste comme une capture de vue. Donc l'élève peut nous dire, OK, ben, je fais un géosignet sur San Francisco. Puis à ce moment-là, ben, je vais savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Quand je clique dessus, ça va m'amener. Donc, là, l'élève, il y a des données, mais il va savoir qu'à certains endroits, comme ici, il y a une zone à risque. Donc, s'il veut installer sa centrale nucléaire, il faut qu'il l'installe là, mais il va plutôt aller l'installer le plus loin possible. Je sais qu'il y a d'autres risques aussi, mais je ne sais pas pourquoi ils n'apparaissent pas. Mais il faut vraiment choisir exactement l'endroit où il veut le mettre dans la ville, selon ce. Pour choisir, Oui. je m'excuse, il faut qu'il étudie la première carte géographique physique qui montre vraiment les failles. Oui, il va regarder plusieurs fonds de carte aussi, plusieurs données. Puis aussi, il faut qu'il regarde la composition de la ville, parce qu'il ne peut pas juste aller mettre ça au centre-ville. Ça ne marche pas. Mais il peut regarder alentour, puis regarder avec la topographie, le relief, les détails aussi. Moi, je sais qu'il y a des choses qui n'avaient pas l'air à s'afficher. Les zones inondables, c'est plus central nucléaire. Données sur les zones d'infrastructure. Il y a des données qui ne s'affichent plus, mais moi, je vois ça. Mais c'est juste pour vous dire que ça peut, c'est vraiment intéressant de faire avec cet outil-là. Donc, c'est bon avec ça? Avez-vous des questions? Ou...
Donc, on peut passer à l'activité de... Bérénice, vous avez une remarque? Ah, moi, je suis en train de fouiller dans le diète, là, puis je regarde la ligne pour chercher. J'essaie de trouver. Donc, si vous pouvez... ça, c'est pour les courriels, ça? Oui. Ah oui, c'est ça. Donc, si vous pourriez, en sortant, je sais qu'il a votre nom et votre courriel, je pourrais vous envoyer le document. Puis, à ce moment-là, la présentation pour vous l'envoyer. Donc, à ce moment-là, vous pourrez recevoir ça, puis avoir la leçon d'introduction à ArcGIS. Tous les plans, tous les documents, tout ça. Comme toi, ton choix de travailler avec tes élèves, c'est ça que tu préfères à Google Earth, ou ça dépend, comme tu disais, Ouais, selon le travail à faire? Parce que, tu sais, avant, le Google Earth était moins puissant que l'autre. Là, tu es capable de faire beaucoup avec maintenant. À ce temps, oui, il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec Google Earth que tu peux, que ça aussi peut faire. Ben, c'est sûr que c'est pas au même niveau. Comme les couches de cartes, c'est vraiment plus compliqué d'utiliser avec Google. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'on peut quand même faire, pour le touriste, c'est plus facile de faire quelque chose avec Google. Comme explorer des régions, des choses comme ça, c'est beaucoup moins complexe. Mais si on veut utiliser des enjeux comme qu'on a utilisé là avec des couches, c'est beaucoup plus facile de le faire avec ArcGIS. Ça a changé les choses. Ah, puis ça aussi, c'est une autre chose, aussi, un petit inconvénient des fois, c'est qu'il faut vraiment être à l'affût parce que les cartes peuvent changer. Comme la carte que j'avais, il y a des choses qui ont changé dessus. Ils ont mis à jour, ils ont enlevé des éléments, puis tout ça. Il faut vraiment faire sûr qu'on a les cartes modernes, puis tout ça, en faisant une recherche. Oui. Des questions, des remarques? Vous voulez sortir, faire une petite activité GPS? Moi, je ne peux pas y aller parce que je suis vraiment pas chaussée pour ça. Ah non? Moi non plus. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller à des stationnements ou des endroits comme ça. Oui, c'est juste sur le campus, un petit tour. Le plus loin de point, ça va être le musée acadien. Pour ceux qui veulent faire une marche. Et, peut-être si vous n'avez pas envie d'aller sortir, juste explorer ArcGIS et puis on pourrait voir avec vous si vous avez des questions. Puis, il y a sur Epicerie Canada, ils ont créé cette année une leçon pour la guerre de 1812. Vous avez vu ça? Oui. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est plus l'activité pédagogique comme telle, qui peut être transférable à d'autres, ça veut dire événements historiques. Donc, c'est créer un journal spatial de l'évolution de l'événement historique comme tel. Ça veut dire qu'on peut appliquer ça, par exemple, à la déportation, hein, au niveau des déplacements, des lieux de déplacement, spatialement avec ArcGIS. Et ça pourrait être intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement l'évolution dans le temps, l'événement lorsqu'il arrive, il arrive dans un lieu, sur un espace donné. Donc, ça a de la valeur de prendre en considération les territoires. Donc, si vous voulez vous créer un compte sur ArcGIS, vous pouvez aller sur le site, l'adresse est là, www.arcgis.com. Puis, je vais vous montrer. Donc, vous allez sur ArcGIS.
monde est là? Donc ensuite, vous allez dans vous connecter. Vous n'avez pas de compte. Créer un compte public. Vous m'arrêtez sur votre compte. Créer un compte public. Nom d'utilisateur, mot de passe. Donc, le nom d'utilisateur, vous pouvez utiliser un pseudonyme ou quelque chose. Parce que c'est sûr que si vous avez un nom qui est quand même assez commun, ça se pourrait qu'il ne soit pas disponible. Comme un peu, vous pouvez utiliser votre Twitter. Comme le mien. Ouais. Puis votre mot de passe, vous créez un mot de passe, prénom, nom. Pas besoin d'entrer organisation. Adresse électronique, c'est vraiment important. Question secrète. La manière avec laquelle ArcGIS est développé, c'est pour produire et partager. M. Bernard, hier, a parlé de ça. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, mais on ne peut rien produire si on ne connaît pas les règles du jeu, comment faire fonctionner la plateforme pour produire un cas. Donc, c'est pour cela que Rémi a élaboré une première introduction que les élèves doivent suivre pour s'initier, se familiariser avec ArcGIS. Une fois ils ont ça, ils peuvent suivre les consignes pour l'exercice. Et donc, il y a une chose importante lorsqu'on utilise des outils de géotechnologie, qu'il faut apprendre le langage cartographique. Et le programme d'études, par exemple, de géographie, on a toujours à la fin une feuille qui contient des variables visuelles et le mode d'implantation. Est-ce que c'est une zone? Est-ce que c'est un point? Est-ce que c'est une ligne? Les trois types d'implantation qu'on utilise lorsqu'on fait une carte. Il y a aussi le niveau de mesure. Est-ce que c'est une donnée quantitative? Est-ce que c'est une donnée qualitative? Parce que le choix de la variable visuelle, ça veut dire le symbole, va être différent. Donc le jeune a besoin d'apprendre le minimum sur le langage cartographique pour avoir une littératie qui va le protéger face à des cartes qui véhiculent des messages qui sont faux ou qui manipulent. Donc, c'est dans ce sens qu'on parle aussi d'éducation à la citoyenneté. C'est développer une certaine littératie pour avoir un esprit alerte et être éveillé face aux manipulations. Et les médias d'information, on est exposé à ça à tous les jours. Et ça forme l'opinion, ça forme des cartes mentales qui sont déformées. Alors, apprendre comment utiliser le logiciel, apprendre les règles du langage cartographique et produire des cartes qui sont respectables au niveau de la sémiologie graphique et donc qui vont livrer un message qui est conventionnel selon les cartographes. Ça, c'est vraiment intéressant parce que là, ça peut venir faire une différence entre les deux. Oui. Parce que l'autre, n'importe qui peut aller rentrer des données. Tandis que ça, ici, j'ai l'impression que c'est plus peut-être spécialiste. Hein? Oui. Donc, ça, c'est intéressant. Oui. Mais il y a des gens, par exemple, qui sont habiles en informatique, qui peuvent entrer aussi et faire des cartes, sans pour autant avoir des inquiétudes cartographiques. Je parle de la cartographie conventionnelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins de risque d'erreur ou de fausseté peut-être Moins de dans risque, celui-là que dans l'autre. Tout à fait, parce que ici, les données, elles sont déjà là, les couches, elles sont prêtes. Il s'agit de choisir les données parce que c'est lui qui gère ça. Et donc, une fois l'élève produit sa carte, il peut la partager et la commenter. Il peut ça veut dire l'interpréter aussi. Oui, parce que vous avez, dans partager ici, vous pouvez l'envoyer par courriel.
tout ça aussi. Puis enregistrer, ben, c'est vraiment important de voir la nuance parce que enregistrer sous. Enregistrer sous, c'est vraiment. Si vous enregistrez et vous partagez des cartes avec des gros groupes, là, ça je le dirais pas assez souvent. Faites les élèves enregistrer sous. Puis je sais que vous allez être obligés de le répéter souvent. Puis si jamais vous faites une carte, gardez une copie originale au cas où il y a un élève qui oublierait d'enregistrer sous. Parce que les cartes de groupe, là, si vous enregistrez, c'est foutu. C'est aller perdu. Parce que les élèves vont. Pas en collaboration, c'est ça que tu ouais. dis? C'est toujours c'est un petit défaut du programme, c'est que c'est toujours en collaboration. Ça fait. Ben, c'est pas un défaut oui. si tu le sais. C'est ça. Mais il faut le savoir. Mais insister, c'est vraiment important. C'est ça ce que les enseignants font. Ils ne cessent de répéter des consignes souvent pour que. Ouais, ça fait partie de la partie. Mais c'est pour ça que ici, dans Dropbox, le document ici dans la salle de classe, et que je vous ai montré dans le petit guide, il y a une des feuilles, la leçon d'introduction, la feuille qu'on donne à l'élève. Une des premières choses qu'il doit faire dans la feuille, c'est d'enregistrer sous son nom. Cocher quand il l'a fait. C'est comme une liste de vérification que l'élève coche. Puis ensuite, il doit passer à l'étape suivante, faire les opérations qu'on lui demande et les cocher quand il a fini. Puis après ça, il répond aux questions qui sont sur la feuille, parce que c'est des questions d'interprétation. Puis à la fin, l'enseignant peut aller voir la carte, puis vérifier s'il a vraiment fait ce qu'il a coché. Donc, c'est formatif, oui, mais c'est que ça permet à l'élève de recevoir les bases du logiciel en étudiant. Donc, ça, vous allez avoir, c'est là-dedans. Puis quand vous êtes plus habitué avec vos élèves, là, vous pouvez passer à des leçons plus compliquées, comme celle-là de Manille aux Philippines, puis San Francisco. Là, les élèves savent un petit peu plus quoi faire. Ça peut aussi axer sur des projets de la communauté locale. On peut avoir des données aussi, des bases de données liées à la communauté. Ah oui, parce que le gouvernement provincial, il y en a des bases de données, puis on peut les télécharger, puis on peut les ouvrir avec ça aussi. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, là, je vais vous montrer. Ici, dans Ajouter, vous pouvez rechercher des couches. Ajouter une couche à partir du web. Ça, c'est une couche qui n'est pas, pas hébergée par SI. Oui, à l'extérieur. Puis, ajouter une couche à partir d'un fichier. Mais là, si j'ai des données GPS que j'ai sauvegardées sur mon ordinateur, disons, on aurait fait un tour de GPS, j'aurais pu aller chercher ces données-là, chercher ce fichier-là, importer les points dans ArcGIS, puis il aurait apparu sur ma carte comme une couche. Donc, c'est une chose qu'on peut faire avec les élèves, c'est qu'on peut aller collecter des choses dehors, puis ensuite, on peut l'analyser en classe avec une carte, puis faire des annotations, regarder d'autres couches aussi, puis c'est vraiment interactif. J'ai vu un problème qui avait fonctionné comme ça, c'est les déchets sur une cour d'école. Puis après ça, d'aller identifier à quelle place que les plus gros monticules se trouvent, puis après ça, à quel endroit placer les poubelles. Puis il l'avait fait avec ça. Ouais. Mais ça, c'est un problème citoyen, ça. Ouais. C'est un directeur d'école au primaire peut arriver à ses élèves et dire de maternelle à 8, on a un problème de l'échelle aussi. Où est-ce que vous voulez placer les poubelles? Fait que l'enseignant, la classe, disons, je sais que c'est peut-être un peu moins dans le programme de 7 et 8, là, mais la classe de 7e pourrait prendre, disons, dans le cours de sciences humaines, puis juste s'arrêter à ça, puis régler le problème. Ou même, ça peut être dans un cours de FPS ou pas de même. Puis, plus ça. 7e, c'est plus les anciennes civilisations. Peut-être 6e année, oui. Ouais. On peut regarder ça peut-être en 6e année, le problème de communautaire, puis, ou même en première, 2e année, on peut le faire. C'est sûr que les élèves vont peut-être moins être habitués à faire des choses complexes, comme ça, parce que c'est vraiment compliqué pour un jeune de 2e année là, fouiller là-dessus, malgré qu'il peut en faire un peu. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le faire ensemble en train de groupe. Puis on peut aller toucher. On peut utiliser des tableaux interactifs, par exemple, ou toutes sortes de choses comme ça pour faire ça. Donc, voyez-vous, avec les tableaux interactifs, qu'est-ce qu'on peut faire? Je m'habitue. Je n'utilise pas ça souvent, d'accord?
Là, il faut aller voir la cour d'école. Je ne sais pas comment on Vous zoome avec ça. utilisez l'outil Zoom. Ouais. Zoom in. Ah, ici. Et là, c'est sûr que Internet est lent, mais en tout cas, si jamais on avait, l'Internet était plus vite, on pourrait voir, on pourrait aller quasiment jusqu'à la cour d'école. Puis à ce moment-là, on prend les GPS, on pointe les points. Puis là, on peut cartographier où on mettrait les poubelles. On se décide, OK, Maléa vient ici, pointe là. OK, va en ajouter des notes sur la carte. Je sais pas pourquoi ça fait la cour. Non, c'est bon. Ouais. C'est très large. Je sais pas, moi j'ai pensé qu'ils vont Là. me donner le laboratoire. Les notes sur la carte cet événement civique. Il y en a plusieurs, là, vous pouvez explorer, c'est dans chacune. Disons, on va dire haute, là. Place un là. Ça, c'est poubelle. Place un autre là. Je demande aux élèves, aux petits jeunes, les petits enfants, d'arriver puis juste de faire ça. C'est pas dur à faire. Puis, vous avez votre carte. Puis, si vous voulez changer ça de place, vous pouvez changer de place, vous pouvez supprimer. C'est vraiment interactif quand on y pense. Ça, c'est la combinaison de deux outils. Puis, ça vous permet de faire beaucoup de choses avec ça. Donc là, vous auriez deux points d'intérêt où vous voudriez mettre vos poubelles. Si on avait l'image parfaite. C'est dommage que. C'est pas vite. C'est vraiment C'est lent. Ben, quand j'ai démarré, c'était très très long, j'ai vu ça, mais je pense qu'ils sont sur le point de changer nos ordinateurs. Mais ça vous donne quand même une bonne idée de ce que vous pouvez faire en salle de classe. Puis, ça peut être des petits projets comme des gros projets au secondaire, même ceux qui enseignent les cours de 12e année en géographie. Là. Juste pour le module sur l'énergie, par exemple, il y a des données là-dessus, c'est incroyable. Puis, vous pouvez analyser, voir des pétroles, des choses comme ça, en action, puis analyser juste la pipeline qu'ils veulent construire de l'Est en l'Ouest. Vous pourrez demander aux élèves de proposer un tracé qui serait plus écologique, des choses comme ça. Est-ce que ce cours-là est obligatoire pour les élèves maintenant du bac qui sortent de certains cours? Lequel? Ben, disons, en géographie, si quelqu'un qui a une majeure en géographie, il sort avec ce cours-là? Ben ça, c'est... ça veut dire... ce qu'on appelle, c'est le cours L'étude individuelle. c'est une étude individuelle. Ah, OK. Il a fallu que je fasse approuver mon cours par le CA. OK, fait qu'il n'y a pas de cours comme ça dans le programme. Non. Et il y a un cours du département de géographie qui s'appelle Introduction au SIG. Oui. Cartographie thématique aussi, mais on n'utilise pas le GIS. Oui, parce que moi, tous les étudiants que je reçois, souvent, je leur pose la question, connaissez-vous ArcGIS? La majorité me disent non. Parce qu'au labo aux arts, le labo dans la cave aux arts, il y a, j'ai vu sur l'ordinateur qu'il y avait la suite de ArcGIS. Puis, une couple de fois, j'ai passé là, puis ceux qui s'en servaient, c'est des étudiants en études de l'environnement, la maîtrise en environnement, où eux autres apprennent à se servir de cet outil-là. Mais au baccalauréat, moi, quand j'ai fait le cours de photo-interprétation, c'était avec Serge Lecoeur, lui utilisait Canvas, il préférait utiliser Canvas. Puis ce programme-là, c'est un programme d'imagerie pas matricielle, mais vectorielle. Puis avec ça, il y a un module SIG sur Canvas, mais c'est pas aussi puissant que ArcGIS. C'est vraiment de base. Oui. Que, ouais. Et là, ils sont en train de reconfigurer leur programme. Et je pense, moi, de toute façon, j'ai demandé que le cours d'introduction au SIG soit obligatoire. Ben, pas obligatoire, mais je l'ai mis dans une liste de choix des cours qui me semblent intéressants pour les gens qui font l'éducation. Donc, espérons qu'il va être choisi parmi d'autres cours. Non, je pense que
est pas mal en retard sur ce côté-là. Et c'est le temps de démarrer au niveau. C'est pas difficile de démarrer, mais il faut persévérer, continuer. Moi, je m'intéresse à faire de la recherche sur ce thème-là. Et donc, j'ai déjà fait un projet sur l'utilisation des cartes par les enseignants de primaire et de secondaire dans les écoles francophones. Et là, je m'oriente vers l'intégration des géotechnologies dans les salles de classe. Alors, si vous connaissez des enseignants qui sont intéressés, juste leur donner mes coordonnées et on pourrait faire des choses intéressantes pour nos élèves. Alors, c'est ça, je vous donne, je vais vous laisser ma carte et on garde le contact. Oui. Puis j'aimerais bien remercier Rémi pour sa collaboration. Puis moi, j'aimerais remercier Mme Benimas pour m'avoir guidé parmi toutes ces années. C'est elle qui m'a amené vers le monde merveilleux d'ici, que je ne connaissais pas, moi non plus. Mais je pense que tu as beaucoup de potentiel et d'intérêt. C'est pour cela que tu as creusé. Oui. Alors, oui. Si vous voulez faire quelque chose avec les cours à distance, vous les faites signe. Au niveau de comment jouer du monde contemporain, tout ça, vous voulez faire quelque chose, parce qu'ils travaillent avec ça. Il faut qu'ils travaillent là. Fait que, Oui. si vous avez envie d'expérimenter quelque chose, on va embarquer. Oui, oui. OK. Pas de problème. Voilà. Est-ce qu'on a une conclusion? En conclusion, c'est informel. Oui. C'est ça. J'aimerais bien savoir, ça veut dire comment vous avez trouvé ça, Sentez-vous? qu'est-ce que ça vous a donné d'assister avec nous 2 heures? Alors, moi, ça m'a donné quelques petites pistes à élaborer avec les enseignants, là, que ce soit au primaire, dans votre présentation PowerPoint. C'est intéressant de l'avoir, cette présentation-là. J'aime ça, mais j'ai essayé. Ça fait que là, avec le petit guide, j'espère que je comprendrai un peu plus. Là, parce Ah oui, que... mais tu fais. Tu iras voir la leçon d'introduction, la feuille. Oui, qu'on a c'est dans ça. ça. Puis, essaye-le toi-même. Oui, oui, Puis oui. là, tu vas découvrir le guide en même temps. Et vraiment, l'introduction, il est bien faite. Si vous suivez ça, vous allez vraiment s'approprier le logiciel rapidement. Ça va vite. Moi, je trouve que c'est essentiel. Je trouve qu'on s'en va de plus en plus là, que tout s'en va vers ça, que ce soit juste quand tu fais, par exemple, ton itinéraire de voyage, au niveau de ta compréhension, parce qu'aujourd'hui, on est planétaire. Okay? Puis il faut être capable de voir tous ces enjeux-là. Moi, je pense que ça va devenir incontournable. Ah oui, pour les États-Unis, parce que j'assiste à des congrès avec eux, c'est vraiment, ils font tout pour faciliter l'accès de leurs enseignants à ces données-là et aux géotechnologies. Et vraiment, ils font des choses, ils donnent des subventions, ils produisent des leçons, ils font des ateliers de formation, juste pour encourager les enseignants à intégrer ces outils-là, parce que pour eux, c'est incontournable. Alors, juste l'effet, par exemple, environnemental sur le climat, l'agrandissement des déserts, la faune de l'Arctique. Je suis sûre qu'ils utilisent ces données-là pour travailler là-dessus. Puis la manière que ça marche aussi, peut-être un peu moins au Canada, mais aux États-Unis, dans les recensements, la minute, qu'il y a un recensement qui est fini, ils ont un programme, puis ce qu'ils font, c'est que les recensements sont tous présentés sur des bases de données Excel ou l'autre, SPSS. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils vont importer les données dans le logiciel ArcGIS, la suite complète, pas ça, la suite complète. Puis ils vont traiter ces données-là avec des cartes déjà indexées, comme par exemple 01, c'est le code pour le comté du North Ring. Ben, 01, il y a tant de population. C'est ça qui est la valeur donnée. Donc, ça va s'auto-programmer dans la carte. Puis ça va annexer une couleur exactement, tout ça. Puis juste en important ça,
Un travail qui pourrait se faire pendant 1 an se fait en 10 secondes ou le temps que le serveur démarre. C'est ça que ça fait, juste en important les données. J'aimerais juste ajouter une chose, c'est que on peut trouver des gens qui ne sont pas très habiles dans les technologies générales. Hein? Par exemple, je ne sais pas, par exemple, côté Facebook, côté Twitter, ou je ne sais pas. Mais on va trouver qui sont spécialisés dans ces choses-là. Ce qui est vraiment spécifique à leur domaine. Et moi, je pense que ça veut dire, les jeux de technologie, d'après mes expériences avec des collègues américains, c'est que pour eux, ce sont des outils qui révolutionnent l'enseignement et la pédagogie. Parce qu'ils ont un potentiel d'interdisciplinarité extraordinaire. Même le français peut se servir de ces outils-là. Quand un élève, par exemple, observe, prend juste une photo, la décrit, qu'il décrit son itinéraire, c'est un voyage, c'est un récit. Donc le français, il est là. Hein? Donc, sans toucher côté sciences, côté géographique et autres. Donc pour eux, c'est vraiment un élément avec lequel ils veulent repenser l'éducation. Et donc, ce que j'observe, c'est que lorsqu'il y a un congrès de l'association des géographes américains, ben, les enseignants de toutes sortes de disciplines sont là. Ce n'est pas juste ceux qui enseignent l'histoire et la géographie. Même ceux qui enseignent l'anglais, qui enseignent les maths, qui enseignent les... Oui, parce que, juste un exemple, j'ai utilisé la fonction pour l'air, faire l'air du territoire. Ben, quelqu'un qui étudie l'air en mathématiques, l'air des formes, peut aussi bien aller là-dessus, puis regarder, par exemple, choisir, je sais pas moi, une maison ou quelque chose, puis juste pointer là, c'est comme dur à faire, hein. Mais ça vous donne l'air en kilomètres carrés dans le carré là. Là, c'est tout petit parce que c'est vraiment, c'est quasiment rien, là. Mais si, disons, on le mettrait en mètres carrés, ça nous donne une réponse. Donc, l'élève peut voir les fonctions qu'il a appris, les concepts de périmètre, d'air, les formes géométriques, tout ça, là-dessus, en utilisant ça. Puis ça, calculer le carré, là, Google ne fait pas ça. Il faut payer pour l'avoir. Donc, c'est gratuitement. On peut faire ça avec les tout petits. Moi, je suis d'accord. Bon, ben, c'est génial. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup.